Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Union Val-d'Hôtel pour avoir organisé et prévu cette année très intéressante initiative sur le territoire. On en avait besoin, donc merci. Merci pour l'invitation à parler. Je précise seulement, je ne suis pas historienne. Je le dis parce que je ne voudrais jamais que quelques historiens, les vrais, de quelque manière. Je vous remercie aussi à m'avoir invité à parler du thème du vote des femmes. En tant que femme, cela me tient à cœur. Et ainsi, j'ai pu me pencher sur un sujet que je n'avais jamais eu l'occasion d'approfondir et sur lequel j'ai trouvé des choses très intéressantes. Donc aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Denise, le vote des femmes nous paraît tout à fait normal, évident, entrer dans les principes fondamentaux de la citoyenneté, mais son histoire est relativement récente. Et à l'échelle internationale, le suffrage féminin a été accordé progressivement à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Le premier pays au monde qui a donné le droit de vote aux femmes a été la Nouvelle-Zélande en 1893. En Europe, c'est la Finlande en 1906. Et après, on a des pays qui l'ont accordé après la Première Guerre mondiale, et le Royaume-Uni, les États-Unis, et après toute une autre série de pays, comme l'Italie, après la Deuxième Guerre mondiale. France en 1944, Italie, Belgique, et j'ai perdu la Bulgarie en 1945, et tardivement la Suisse en 1971, et le Portugal en 1976. Après, me disait tout à l'heure M. Valérie. Il y a un canton suisse un peu plus tard. Plus tard encore. Alémanique, bien sûr. Pendant des siècles, donc, l'exclusion des femmes était quelque chose de normal. La sphère publique était réservée aux hommes, tandis que les femmes étaient associées à la sphère domestique. Et cette idée apparaît aussi dans certains récits symboliques. Par exemple, il y a un mythe, une tradition de la mythologie grecque, nous parle de la rivalité entre Athéna et Poséidon pour devenir la divinité de Athènes. Et la question a été réglée par une élection. Les femmes ont toutes voté pour Athéna, les hommes pour Poséidon. Les femmes étaient plus nombreuses d'une voix, et donc Athéna a remporté la victoire. Poséidon se fâche, se met en colère et inonde la ville. Donc, les habitants décident de chercher à apaiser la colère de Poséidon et imposent une triple punition aux femmes. La perte du droit de vote, l'impossibilité de transmettre le nom à travers le maire, donc le matronyme, et en plus, elles ne pourront plus se définir athéniennes, mais elles seront seulement indiquées comme femmes des Athéniens. Donc j'ai trouvé ce récit très intéressant, parce qu'il nous montre un peu l'idée qui s'est diffusée pendant les siècles dans toutes les sociétés européennes, et que l'on retrouve aussi dans la réalité juridique du XIXe siècle. Les constitutions libérales, les premières lois électorales, en effet, nous parlent de citoyens. Et ce terme reste ambigu et l'on l'interprète avec l'exclusion des femmes. Les femmes sont inégales devant la loi, dans les mariages, en famille, et elles n'ont pas une pleine autonomie juridique. Elles sont totalement subordonnées à l'homme, sous la tutelle d'abord du père et après du mari. Elles ne peuvent pas travailler sans l'autorisation de leur mari, gérer leurs biens, signer des contrats, il faut avoir l'autorisation maritale. Donc dans ce contexte qui limite l'action des femmes, l'exclusion du vote est cohérente et sincère dans cette situation. C'est finalement vers la fin du XIXe siècle que certaines femmes commencent à avancer les premières revendications. Plusieurs pays en Europe, quelques pays d'Europe commencent à demander d'être inscrites sur les listes électorales. En Italie de même, nous sommes
sommes en 1877 avec Anna Maria Mozzoni, qui présente au Parlement la première pétition qui demande le vote politique pour les femmes. Ses arguments sont simples, elle utilise 3 adjectifs. Elle dit que les femmes sont des citoyennes, et là on appelle Olympe de Gouges avec la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elles sont contribuables, elles payent les impôts, et elles sont instruites. Donc elles peuvent et doivent participer à la vie politique au même titre que les hommes. Évidemment, ces revendications suscitent une réaction. Le système politique masculin est contraire au vote des femmes et les arguments qu'ils utilisent sont plusieurs. En premier lieu, ils soutiennent que la participation à la vie politique de la part d'une femme les dénaturerait. Elles perdraient leur nature féminine, elles s'éloigneraient du rôle familial. Et deuxième point, les assemblées politiques doivent rester réservées aux personnes qui sont compétentes, qui connaissent bien la chose publique. Et après, il y avait une autre crainte, qui est définie même un cauchemar par quelqu'un. Accorder le droit de vote aux femmes signifierait par la suite leur accorder la possibilité d'être élues, donc l'éligibilité. On craint la future éligibilité des femmes, ce qui changerait complètement la perspective de l'ordre social. Et il est aussi intéressant, je trouve intéressant comment cette réflexion autour du vote des femmes était reçue de manière différente selon le type de participation. On distingue le vote administratif du vote politique. Le vote administratif au niveau local est considéré plus acceptable parce que les femmes peuvent s'occuper. Dans l'administration, on s'occupe des questions locales, de l'école, de la famille, de la gestion plus proche à la sphère domestique. Tandis que le vote politique, lui, par contre, était absolument inconcevable. On n'arrivait même pas à imaginer les femmes côtoyer les hommes dans le bureau de vote pour mettre leur bulletin dans l'urne. Donc, contexte très conservateur, et même quelques hommes illuminés, éclairés, commencent au contraire à penser que cette possibilité pouvait être justifiable. Et il y a même une proposition déjà en 1904 de suffrage universel, mais elle n'est pas prise en considération. Et les femmes continuent leur revendication, elles se structurent dans la mobilisation suffragiste. En 1906, il y a une initiative très importante. Les femmes italiennes, un peu partout dans le territoire, dans la péninsule du nord au sud, présentent la demande d'inscription sur les listes électorales. Cette initiative est promue par le comité de pro-suffrage féminin et par la pédagogue Maria Montessori. Les commissions électorales, la plupart refusent l'inscription, mais il y en a quelques-unes qui l'acceptent. La magistrature intervient par la suite. Seulement la Cour d'appel d'Ancône accepte l'inscription. Le président de cette Cour se dit contraire personnellement, qu'il trouve même dangereux le vote des femmes. Mais comme il n'y a pas d'exclusion explicite dans le statut albertain, il accepte l'inscription. Au final, même ce sera la Cour de cassation de Rome qui annule cette décision. Donc, c'était une initiative importante parce que pour la première fois, elle était simultanée dans toute la péninsule. Autre initiative intéressante à rappeler, c'est la candidature symbolique de l'écrivaine Grazia Deledda au collège de Nuoro pour les élections parlementaires de 1909. Évidemment, candidature qui reste symbolique, mais elle représente une rupture dans ce système électoral politique complètement masculin. Les femmes continuent, elles intensifient leur mobilisation, elles cherchent
sensibiliser les institutions politiques, les hommes politiques, mais non seulement. Elles doivent aussi faire face à une certaine indifférence et aussi à apathie de la part des femmes elles-mêmes. Elles étaient tellement habituées à être exclues de la vie publique qu'elles n'avaient pas intérêt à s'intéresser à la chose publique. Donc, les suffragistes organisent une propagande, des campagnes d'information, des initiatives civiques pour chercher à les sensibiliser et à les préparer au vote futur. Et de cette manière, la question du suffrage féminin entre dans les débats politiques et ce sont surtout les nouveaux mouvements du XXe siècle qui posent l'attention, les socialistes et les catholiques. Et en particulier en 1912, lorsqu'il y a la discussion du suffrage masculin au Parlement, loi qui sera approuvée et pour laquelle les femmes seront encore exclues du vote au même titre que les mineurs, les délinquants et les incapables. Pendant cette discussion, Philippe Boutourati, des socialistes, s'exprime en souhaitant que la loi soit étendue à tous les Italiens, donc y compris les femmes. Et dans la même position est Don Sturzo. Autre passage important, c'est 1919, la loi Sacchi qui abolit l'autorisation maritale, permet l'accès des femmes à des postes à des professions libérales et qui est donc le prélude pour l'obtention des droits politiques. Dans les autres parties, on parle aussi du suffrage intégral, même dans le programme des fasce di combattimento, on parle de suffrage universel intégral, d'annuncio dans la carte del Garnaro. Mais ces débats s'interrompent pour les transformations politiques des années 20. Mussolini, bon, c'est l'époque fasciste de laquelle on a parlé tout à l'heure, lui commence à promettre le droit des femmes, probablement pour séduire un peu les suffragistes et donner une image un peu plus moderne à son régime, et il maintient sa promesse. Partiellement, en 1925, il approuve une loi qui donne le droit de vote aux femmes de 25 ans à condition qu'elles respectent un de ces 4 critères, donc qu'elles soient dans la condition de sens, licence d'école primaire, mère et de soldat, dans la guerre, ou bien qu'elles soient décorées pour des motifs de guerre ou civils. La loi reste sans effet à cause de la réforme des podestats qui supprime toute élection, et donc il faut attendre la fin du régime et de la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on reparle de suffrage féminin. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui est décisive. Les femmes participent activement à la résistance. On a des milliers de femmes qui combattent contre le fascisme. Elles sont combattantes, militantes politiques. Elles participent au groupe de défense de la femme. Et donc voilà que le vote pour les femmes devient chose inévitable. On en commence à parler en octobre 1944. C'est sous l'impulsion de l'Unione Donne Italiane et du Centro Italiano Femminile qui regroupait des femmes des différents partis du Comité de Libération Nationale, qui rappelle cette importance au gouvernement Bonomi. À la fin du mois d'octobre est créé le comité pro-vote avec les représentants de tous les partis du CLN, et on demande justement le suffrage féminin et la possibilité aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité dans les administrations publiques. La pétition est présentée au mois de novembre et en février 1945, le gouvernement Bonomi adopte finalement le suffrage féminin, décret qui sera baptisé sera appelé décret des Gasperi Togliatti, parce que c'est eux qui ont fait discuter au Parlement cette loi. Donc, à partir de ce moment-là, les femmes âgées de 21 ans, au 31 décembre 1944, pourront participer aux élections administratives. On parlait tout à l'heure entre nous de la participation des femmes qui était importante dans cette première occasion électorale. 89% des
femmes, 91% les hommes. Des pourcentages qu'aujourd'hui on n'atteint plus, malheureusement. Mais la loi est encore incomplète, parce qu'il manque encore l'éligibilité. Et c'est justement, à part le décret numéro 74 qui a été promulgué il y a 80 ans aujourd'hui, que l'éligibilité des femmes est introduite. Et on verra que aux votations du 2 juin pour le référendum et l'élection de l'Assemblée constituante, 21 femmes seront élues pour la première fois dans l'histoire italienne. Je rappelle seulement quelques noms célèbres. Donc, on a eu Anna Maria Luigi Cingolani pour la démocratie chrétienne, Lisa Iotti pour le Parti communiste, Lina Merlin pour le Parti socialiste. Il faut attendre encore 30 années pour avoir la première femme ministre, Tina Anselmi, ministre qui s'occupera du ministère du Travail. Rapidement, pour ce qui concerne notre région, la Valle d'Aoste, le conseil régional à cette époque-là n'était pas encore élu par suffrage universel. Il avait été constitué provisoirement par nomination du Comité de libération nationale, mais qui voit la présence d'une femme extraordinaire en tant que secrétaire, Maria Ida Vignino. Aux premières élections régionales au suffrage universel, qui ont lieu en 1949, et la femme élue sera Anaïs Desalmoni-Ronc. Aux élections suivantes, à Madame Ronc s'ajoutera Céleste Perrichon pour l'Union Valdôtaine de Émile Chameau. Elle sera élue jusqu'à 73 dernières élections. Et je rappelle la première femme assesseur encore une fois, c'est Maria Ida Vignino en 1978, qui avait déjà été assesseur technique pendant 3 mois en 1954, avant les élections. Et voilà, donc je vous ai fait ce rapide parce que je cherchais à rester un peu dans les temps, je ne sais pas si, pour chercher à nous rappeler de ce parcours important, du suffrage universel. Garder la mémoire, c'est important, parce que c'est aussi comprendre qu'il est important de continuer à défendre nos droits et nos libertés. Donc je remercie encore l'Union Valdôtaine pour avoir organisé cette conférence sur ce sujet. Et je vous remercie de votre attention et de ce moment.